participation américaine en 1917 au conflit, puisque les Américains ont envoyé des troupes. Alors ça, je pense que c'est vrai. J'ai lu souvent des informations là-dessus. Je pense que c'est même pas polémique de dire cela. C'était simplement la contrepartie d'un engagement, la création d'un foyer juif. Sachant aussi, et je vais le préciser bien sûr, que ce foyer juif commence à exister dès la fin du XIXe siècle. Dès la fin j'ai des chiffres, je vous les donne d'ailleurs. Oui, ils sont là. Dès la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire en 1880, il y avait déjà un certain nombre de juifs qui étaient en Palestine. Ces juifs étaient venus en Palestine et rachetaient des terres ingrates acquises aux Palestiniens, voilà, aux Arabes palestiniens. Donc, la présence juive en Palestine ne remonte pas à 48, elle remonte bien avant, doucement, tranquillement. Elle remonte à la fin du 19e siècle, 1880, on avait déjà un peu plus de 20 000 juifs qui avaient racheté des terres. Et puis à l'époque, les Arabes palestiniens qui ne voyaient pas les conséquences et l'importance de ce nouveau peuplement étaient très contents de vendre des terres qui étaient des terres ingrates, parce qu'il faut savoir un petit peu ce qu'étaient les terres de la Palestine à cette époque-là, c'était pas l'Israël d'aujourd'hui, hein. C'était de la guerre. Donc ils vendaient des terres à bon prix à des gens qui venaient s'installer. Donc ça s'est poursuivi et après a été créé au début du XXe siècle un fonds particulier, un fonds de financement, une communauté d'investissement pour à ce moment-là acheter avec une ampleur beaucoup plus conséquente, beaucoup plus importante, des terres palestiniennes aux Arabes palestiniens. Ça, il faut le savoir, la colonisation juive, si on l'appelle comme ça, ou le peuplement juif, si on l'appelle aussi de cette forme, s'est passé de façon assez progressive, et bien sûr au tout début avec des achats totalement légaux de terres. Si après en 1948 il y a eu la confiscation, c'était pour d'autres raisons. Voilà. Alors, on a les accords Sykes-Picot, on a la déclaration Balfour qui engage quand même les Occidentaux au gouvernement américain, et puis on a aussi les traités. Vous le savez, après la guerre de 14, en 18 on gagne la guerre, mais on gagne la guerre sans intervenir en Allemagne, c'est aussi une particularité, ce qui fait que les Allemands n'ont jamais considéré qu'ils avaient perdu la guerre, puisqu'on n'a jamais combattu nous sur le sol allemand. Alors qu'un certain nombre de généraux français souhaitaient, après le 11 novembre, continuer la guerre sur le sol allemand. Donc il y a eu des traités, et ces traités avaient pour but, bien sûr, de régler les problématiques des vainqueurs. Les vainqueurs, c'était les Français, les Anglais, les Italiens, les Américains, par rapport aux puissances centrales et à l'Empire ottoman, au travers de traités, régler les questions financières, les questions d'indemnisation, et aussi les questions territoriales. On va y revenir. Donc il y a eu plusieurs traités, le traité de Versailles, le Trianon, Saint-Germain, Neuilly, et surtout le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres a eu lieu au mois d'août 1920, et ce fameux traité de Sèvres, j'ai dit fameux traité de Sèvres parce qu'il a été écrit, il a été signé, mais jamais appliqué. Hélas, hélas. Jamais appliqué de par la volonté des vainqueurs. Là aussi, si on avait appliqué, les choses auraient peut-être été différentes. Donc ce traité de Sèvres prévoyait quoi? Prévoyait l'octroi à la Russie, qui à l'époque, c'est un traité qui avait été prévu en 1916, avant la Révolution d'octobre, attention, prévoyait l'octroi à la Russie des détroits Bosphore et Dardanelles, et aussi, alors je vais peut-être vous faire sourire, et aussi le contrôle par les Russes de Constantinople. Voilà. Ce qui fait que s'il avait été appliqué, et si, alors je mets beaucoup de si, bien sûr, voilà, on pourrait refaire l'histoire avec beaucoup de si, s'il avait été appliqué, s'il n'y avait pas eu la Révolution d'octobre, puisque la Révolution d'octobre venant des bolcheviks, cette révolution d'octobre a mis un point final à toute négociation possible et tout accord possible avec les pays capitalistes. Donc, on n'a pas pu mettre en œuvre le traité de Sèvres, mais on avait la possibilité, les Russes avaient la possibilité de contrôler les détroits et aussi de contrôler Constantinople. Ça, c'est une première chose. Le traité de Sèvres avait aussi pour vocation de prévoir une zone géographique et un pays pour les Kurdes, parce que là aussi on a le problème kurde actuellement. Le problème kurde, c'est 40 millions d'habitants qui sont répartis sur la Turquie,
sur la Syrie, sur l'Irak et sur l'Iran, qui sont sans pays depuis le début du siècle passé et qui réclament justement une zone géographique pour établir un pays comme l'ont fait les Juifs, bien évidemment. Donc il était prévu la création d'un État kurde et tout ça ne s'est pas passé, plus un certain nombre de choses concernant le pétrole, concernant les défenses. Donc, le traité de Sèvres a été écrit, il n'a jamais été appliqué, il a été remplacé par le traité de Lausanne, et au traité de Lausanne, 3 ans plus tard, les Turcs qui avaient repris du poil de la bête avec Mustafa Kemal Atatürk, qui avait pris le contrôle de la Turquie, les Turcs nationalistes ont remis en question le traité de Sèvres et ont imposé, malgré tout, le traité de Lausanne. Voilà un petit peu ce qui fait qu'on est passé à côté d'un certain nombre de choses. Bon, peut-être au travers des contrôle des détroits, mais à ce moment-là, les Russes s'étaient transformés en bolcheviks, et donc transformés en bolcheviks, ils n'avaient pas du tout la même orientation impérialiste qu'ils avaient sous le tsar Nicolas II. Voilà un petit peu le traité de Sèvres et le traité de Lausanne. Alors, là-dessus, on a parlé du sionisme, on a parlé, c'est la fin de la guerre, les Anglais contrôlent, alors je vais vous donner la carte aussi, elle est bien, les Anglais contrôlent la Palestine et contrôle jusqu'à Bassora, bien sûr. Alors, il y a un diplomate français qui, à l'époque, a dit « Les Anglais contrôlent le pétrole et nous, on contrôle les dates. » Puisqu'on a eu la Syrie, le Liban, sous protectorat. Alors, la Syrie, le Liban, ça débordait un petit peu sur la Turquie actuelle, mais il y avait peu de réserves pétrolières à l'époque. Je vous donne les cartes là-dessus. Pareil. Et voilà, ça vous donne un petit peu. Vous faites circuler, pareil, j'en ai pas pris pour tout le monde. Voilà. Alors, on est, après la Première Guerre mondiale, dans une situation où vous avez la Grande-Bretagne qui est quand même la puissance dominante. Nous, on contrôle la Syrie, le Liban, et une partie de la région d'Alexandrie, qui appartient à la Turquie maintenant. On a un protectorat sur la Syrie, on a un protectorat sur le Liban. Alors, pour l'anecdote, et c'est pas forcément une anecdote, il faut savoir qu'en 1925, la France avait un protectorat sur la Syrie. On a eu des liens particuliers avec la Syrie. On le sait, récemment, sous Sarkozy, on a reçu Bachar el-Assad en 2008, je crois, pour essayer de reconstruire une relation équilibrée avec la Syrie, sachant qu'on avait le protectorat syrique. En 1925, il y a eu une révolte à Damas, une révolte des Druzes, et les Français ont maté la révolte des Druzes en bombardant une partie de la ville de Damas. Là aussi, c'est des souvenirs qu'ont les Syriens vis-à-vis de la présence française. Voilà. C'est pas toujours très agréable pour eux. Ça s'est reproduit en 1945, et c'est De Gaulle qui, à l'époque, a donné l'ordre à l'aviation française de bombarder aussi Damas. Ça, faut le savoir. Suite à une révolte des Syriens qui souhaitaient l'indépendance, qui souhaitaient, on appelle une grande Syrie ou un grand Liban, incorporer la Syrie et le Liban pour faire un seul pays, ce qui a été réalisé en partie avec le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, qui a pris le contrôle du Liban pendant une quinzaine d'années, qui a été obligé de ressortir du Liban suite aux pressions diplomatiques des Occidentaux. Voilà un petit peu dresser la situation. Donc on est entre les deux guerres. On a un foyer juif, je dis bien un foyer juif, qui commence à s'étendre. Alors bien sûr, les Arabes de Palestine, voyant tout ça d'un mauvais œil, commencent à se révolter. Il y a un certain nombre de manifestations, de révoltes, de conflits entre les populations juives et les populations arabes, parce que les Arabes s'aperçoivent qu'ils ont vendu un petit peu trop de terre et maintenant ils sont débordés par l'immigration des années 20, des années 30. On a les Anglais qui occupent le canal de Suez, donc tout se passe bien. On a déposé le roi Farouk. On va déposer le roi Farouk après la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, vous savez peut-être que le roi Farouk, qui a été déposé en 1948, le dernier roi d'Égypte, qui a été déposé et remplacé par des militaires, puisqu'il était remplacé par un gouvernement militaire à partir de 50-52 Nasser. Le roi Farouk, son arrière-grand-mère était la petite fille d'un Lyonnais. Hein? Oh. Oui. C'est bien ça qu'on a la France. Non, mais d'un Lyonnais, oui, je vous le dirai.
C'est assez étonnant. Il y a un Lyonnais qui s'appelle, et d'ailleurs il a une rue à la Croix-Rousse, c'est la rue du général Joseph Sèvres, sur les pentes de la Croix-Rousse, qui se faisait appeler Soliman Pacha. Soliman Pacha, ce Lyonnais a fait la guerre dans les armées napoléoniennes, a gravi différents échelons dans les armées napoléoniennes, après a travaillé dans certains services de renseignement de l'époque, a travaillé après pour les Turcs qui contrôlaient l'Égypte, et est devenu général dans l'armée turque, s'est marié, s'est converti à l'islam, mais à l'époque, se convertir à l'islam, c'était pas une conversion, j'allais dire, politique intégriste, c'était plus opportuniste. C'était pour pouvoir obtenir une place, une situation importante dans le monde ottoman. C'est la rue Joseph Sèvres, S-E-V-E. Et en Turquie, en Égypte, puisque c'est en Égypte, il se faisait appeler Soliman Pacha. Donc, il a eu une fille, voilà, et cette fille a été l'arrière-grand-mère du roi Farouk, du dernier roi d'Égypte. Donc, voilà, pour l'anecdote, c'est marrant. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, d'ailleurs, vous savez, Bonaparte, au tout début de sa carrière militaire, quand il était simplement jeune officier, avait songé à vendre ses qualités d'officier aux Turcs. Bonaparte. Il avait pensé en se disant, bon, je pense être un très bon officier, je vais vendre mes compétences à l'Empire ottoman. Parce qu'on voyait à cette époque-là l'Empire ottoman comme un rival militaire, mais pas forcément comme une menace, comme on peut le voir maintenant. Parce qu'on voyageait moins à l'époque, on voyageait pas du tout. On voyageait pas du tout. Alors, voilà, on a créé on a évoqué ensemble, parce que maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans ce qui, hélas, nous intéresse aujourd'hui. On a évoqué le passé, il fallait parler du passé, des accords Salis-Picot, parler des traités de Sèvres et de Lausanne, le traité de Sèvres qui n'a pas du tout été appliqué, des mandats donnés à la France et à la Grande-Bretagne sur le Proche-Orient, que la France et la Grande-Bretagne ont contrôlé le Proche-Orient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et du sionisme, c'est-à-dire l'arrivée progressive des Juifs en Palestine et l'installation de l'offre des Juifs en Palestine. Alors, on va attaquer la deuxième partie et voir ce qu'est maintenant, avec la Deuxième Guerre mondiale et tout de suite après, ce qu'est maintenant le Proche et le Moyen-Orient. Alors, avant toute chose, on va parler du pétrole. Je vais vous faire un petit speech sur le pétrole, parce que si on n'évoque pas le pétrole, on ne comprend pas l'implication britannique, surtout britannique, un peu la nôtre, mais l'implication britannique, après l'implication américaine. Les Britanniques ont tout de suite vu que le Moyen-Orient c'était déjà un énorme de pétrole, c'est bien sûr la Mésopotamie, c'est la Sora, c'est l'Irak, c'est aussi l'Arabie Saoudite, après c'est le pétrole, parce que l'Égypte avait peu de pétrole, la Syrie avait peu de pétrole, c'était surtout le bassin mésopotamien qui avait le pétrole. Donc les Britanniques prennent le contrôle de tout ça, sachant aussi qu'après la Première Guerre mondiale, on a repris, la France et la Grande-Bretagne ont repris les actifs de la Deutsche Bank, et la Deutsche Bank contrôlait aussi financièrement une partie de sa partie de pétrole irakienne. Donc on s'est accaparé des actifs de la Deutsche Bank, en s'accaparant des actifs de la Deutsche Bank, on a pris le contrôle d'un certain nombre d'actifs pétrole au Moyen-Orient. Alors les Français, ils ont récupéré quand même 25% de tout ça, ce qui est pas mal, d'ailleurs, puisqu'il y a eu un sacrifice suffisant en Première Guerre mondiale pour récupérer un peu de pétrole. On a récupéré 25% de ces actifs allemands. Ces 25% ont permis la création de la CFP, Compagnie française des pétroles, qui s'appelle maintenant Total, tout simplement. L'origine de Total, c'est la CFP qui a été créée dans les années 23-28 à peu près, suite à la récupération des actifs de la Deutsche Bank. Voilà, c'est quand même un petit peu payé en indemnisation, même si on a eu la totalité de nos indemnisations qui auraient dû nous verser nos chers amis allemands. Alors, le pétrole, cause première de l'implication britannique, donc les Britanniques, se rendant compte qu'il y a des zones pétrolifères, ont joué cette carte primordiale. Une chose aussi, le pétrole a été à partir des années 50, 60, 70, le pétrole du Moyen-Orient a été essentiel.
dans nos pays occidentaux. Sauf que maintenant, il est en train de se passer des choses. Je vous donnerai 2-3 chiffres. Je ne vais pas vous donner de chiffres là-dessus, mais pour que vous puissiez voir l'évolution. Sauf que maintenant, la situation est en train de se retourner. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'avec les pétroles nord-américains, les pétroles de schiste, on avait une potentialité d'exploitation importante qui pouvait amplement concurrencer l'Arabie Saoudite. Alors, 2-3 chiffres. On mesure la consommation et la production de pétrole en millions de barils jour. Voilà, un baril, c'est 150 000 litres. 150 litres, le baril. Un baril, c'est ça, il y a plusieurs barils. Et l'expression du baril, c'est une expression de quantité américaine. Paradoxalement, ça vient d'Alsace. Ça vient de Pechelbraun au XVIIIe et XIXe siècle, qui avait mis en place des barils, et ces barils ont été repris par les anglo-saxons pour étalonner les quantités de pétrole. Je vous donne l'anecdote, mais ça vient d'Alsace, l'histoire du baril. Voilà. 159 litres. Donc, la consommation aujourd'hui, sur une journée sur la planète, la production, puisque ça s'équilibre à peu près, c'est 92 millions de barils de jour. Alors c'est la consommation qui sert au chauffage, aux voitures, tout ce que vous voulez. Sachant que l'Arabie Saoudite aujourd'hui en produit sur ces 92 millions, 11 millions. Les États-Unis, 11 millions, avec leur pétrole de schiste. 11 millions. Donc les États-Unis produisent maintenant, c'est pour ça que ça va faire évoluer les choses. Les États-Unis, pour faire simple, sont maintenant beaucoup plus détachés du Moyen-Orient et peuvent, casser l'organisation du Moyen-Orient et avoir moins de conséquences. Parce que on va voir que le chaos, c'est un chaos organisé, c'est pas un chaos qui nous arrive du ciel. Donc les USA, 11 millions, la Russie, 10 millions, gros producteurs, la Chine produit 4 millions, le Canada, pratiquement 4 millions, et le Mexique, 3 millions. Ça veut dire que si vous prenez, et ça c'est essentiel, si vous prenez la production américaine aujourd'hui, plus la production canadienne, plus la production mexicaine, vous avez à peu près le besoin de consommation des États-Unis par jour, puisque par jour, les États-Unis consomment 20% de la production mondiale. Ça veut dire que si les États-Unis peuvent contrôler, peuvent y arriver, leur production, la production canadienne et la plus grosse partie de la production mexicaine, ils peuvent se passer maintenant du pétrole du Golfe. Ce qui n'était pas le cas en 50, ce qui n'était pas le cas en 60, ce qui n'était pas le cas en 70 pendant la guerre du Vietnam. Sachant que pendant la guerre du Vietnam, ils avaient un gros problème, c'est l'approvisionnement pétrolier. Voilà. Ils ont même pensé à un moment donné à intervenir en Arabie Saoudite, après la deuxième guerre du Golfe en 73, la guerre du Kippour, où les Saoudiens ont fait monter les prix, donc il y a eu des menaces américaines en disant si vous continuez à faire monter les prix, on prend contrôle de... Voilà. Donc, on se situe aujourd'hui en 2016, et ça, il faut l'avoir aussi à l'esprit, ça change la donne, avec des Américains qui sont presque autonomes au niveau du pétrole. Ils achètent toujours du pétrole, ils achètent toujours, c'est bien de réserve, ils achètent toujours du pétrole. Mais si demain un gros problème se passe, ils peuvent être autonomes avec le pétrole qu'on a. Ça, c'est une chose qui est frappante aujourd'hui. Alors, nonobstant bien sûr l'évolution de la Chine et l'évolution de l'Inde, la Chine consomme 12% de la consommation et l'Inde actuellement 4%. Donc le pétrole c'est toujours stratégique, mais ça l'est un tout petit peu moins pour les Américains. Ça restera toujours pour nous. Nous on est dépendants du pétrole du Moyen-Orient, de l'Algérie et de la Russie. Donc ça c'est le pétrole, donc un petit rappel sur le pétrole. Là aussi, il y a eu des accords américains après la Deuxième Guerre mondiale. Vous le savez, Roosevelt a rencontré de Saoud, le roi Saoud d'Arabie Saoudite en 1945, je ne sais plus quel mois, sur un croiseur pour mettre par écrit l'accord de garantie sécuritaire de l'Arabie Saoudite par les Américains. En contrepartie, les Saoudiens s'engageaient à vendre tout le pétrole nécessaire aux Américains. Voilà, c'est là qu'a commencé réellement, mais ça avait commencé un peu avant, réellement le lien entre les États-Unis, les grandes compagnies américaines, on appelle ça les 7 sœurs, les grandes compagnies anglo-saxonnes, les 7 sœurs, c'est les grandes compagnies, et puis le régime saoudien, monarchique saoudien.
Alors ça c'est le pétrole, et puis une chose aussi importante, on voit cette question pétrolière, c'est la démographie. La démographie. J'ai toujours dit la démographie, c'est ce qui fait l'histoire, bien sûr. C'est ce qui fait l'histoire. À un moment donné, c'est la démographie qui veut jouer. Et la démographie du Moyen-Orient, c'est quoi? Le Moyen-Orient, comme évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce grand bassin méditerranéen, ces pays du bassin méditerranéen, c'est 400 millions d'habitants. Si vous rajoutez à ça le Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye, vous rajoutez 100 millions d'habitants. Ça fait 500 millions d'habitants. C'est-à-dire, en face de nous, lac qui est la Méditerranée, parce que l'échelle de la planète c'est un lac, en face de nous, on a 500 millions d'arabo-musulmans. 500 millions d'arabo-musulmans avec une démographie importante. Un exemple. L'Égypte, actuellement, c'est presque 90 millions d'habitants. 90 millions d'habitants. La Turquie, c'est 90 millions d'habitants. L'Iran, c'est perse, c'est pas arabe, mais c'est quand même 82 ou 83 millions d'habitants. L'Algérie, aujourd'hui, 40 millions d'habitants, alors qu'en 62, au fameux accord d'Évian, je ne reviens pas là-dessus, au fameux accord d'Évian, ils étaient à 9 millions d'habitants. Oui, ils sont vite reproduits. Hein. Donc, une démographie importante. Donc, on a en face de nous 500 millions d'habitants avec des évolutions démographiques. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, bon, des chômages endémiques. Pourquoi des chômages endémiques? Avec la déstabilisation du Proche-Orient, déstabilisation des pays arabo-musulmans, qui va investir maintenant là-bas? Bien sûr. On va investir en Israël. Israël est un pays en pleine croissance. Israël a très peu de chômage. Israël a des entreprises très performantes parce que Israël est un pays sécuritaire. Pareil, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Mais je constate simplement la chose. Simplement la chose, Israël a 80 à 90 sociétés qui sont cotées au Nasdaq. Nasdaq, c'est la bourse de haute technologie aux États-Unis. Vous regardez les pays arabo-musulmans, 0 société au Nasdaq. Voilà. Alors, la population importante, en face de nous, une démographie qui est galopante, et puis des religions. Alors les religions, pareil, je ne vais pas m'aventurer sur l'aspect religion du Proche-Orient. Vous avez 90% de sunnites. Alors, vous connaissez un peu l'histoire de l'origine entre les sunnites, la branche des sunnites et des chiites. C'est, voilà, c'est en 632, à la mort du prophète, s'est posé la question de la succession du prophète. Donc, il y a eu des gens qui ont pris la suite, et il y a eu une contestation qui s'est faite avec un dénommé Ali qui a contesté effectivement la lignée du prophète et qui a créé la branche de l'islam qui s'appelle la branche chiite, qui représente 10% des arabes musulmans. Voilà, chiites. Alors les chiites se retrouvent essentiellement en Iran, une partie de l'Irak, le bas de l'Irak, en Syrie sous forme d'alaouites et au Liban avec le Hezbollah. Donc on appelle ça l'arc chiite. Les politologues appellent ça l'arc chiite puisqu'on part de l'Iran pour arriver à la côte méditerranéenne au Liban. Voilà. Donc il y a un antagonisme important. Alors aussi, on l'a vu dans le préambule quand je vous ai lu ma petite introduction, on a tout de suite compris qu'il y avait de l'antagonisme du monde arabe vis-à-vis de nous, mais de l'antagonisme, les Arabes entre eux, les Arabes entre les Perses et les Arabes et les Turcs aussi. Donc, il y a, comment dire, une situation de chaos qui a été, on va dire, qui a été, je veux dire, mise sur le papier avec ces accords Sykes-Picot et les mandats donnés à la Grande-Bretagne et à la France, mais aussi par le fait qu'il y a un antagonisme religieux qui compagnait entre les Arabes et les Perses, puisque si vous les écoutez les uns les autres, ils se détestent cordialement. Ils ont une haine colossale, une haine réciproque. Voilà. D'ailleurs, les deux groupes entretiennent du terrorisme, ont entretenu, autant jadis aussi, terrorisme, ils ont utilisé les mêmes méthodes.
Et puis là-dessus, et avec ça, vous avez nos pauvres chrétiens d'Orient. J'ai nos pauvres chrétiens d'Orient. En 2011, ils étaient 13 millions, les chrétiens d'Orient, dans tous ces pays. Aujourd'hui, ils sont moins de 11 millions. Moins de 11 millions. Avant la Deuxième Guerre mondiale, ils représentaient 20% de la population. Aujourd'hui, ils représentent 4% de la population. Un chiffre, tout simple. Les chrétiens d'Orient aujourd'hui, c'est à peu près 11 millions. Les musulmans aujourd'hui en France, c'est 8 millions. Pour vous donner un peu la balance. Voilà. Pareil, c'est factuel. Hein, je n'apporte pas de jugement de valeur là-dessus, c'est simplement factuel. C'est pour votre réflexion. Alors, avant la Deuxième Guerre mondiale, les chrétiens d'Orient représentaient 20% de la population. Pas les chiffres, mais c'était 20%. Aujourd'hui, on estime qu'ils représentent 4%. 4%. Et ça diminue. Regardez, en Irak, avant la liquidation de Saddam Hussein, je reviendrai à l'Irak, je reviendrai à la Syrie, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Et si je vous parle, quand je vais vous parler des dictateurs irakiens, syriens, égyptiens, attention, je vais vous en parler avec beaucoup de froideur. Je ne cautionne absolument pas ce qu'ils ont fait. Attention. Mais je vous dirai malgré tout dans la balance quelquefois. Donc en Irak, avant tous ces événements qui ont vu la destitution de Saddam Hussein, les chrétiens qui étaient protégés représentaient 1,3 million d'habitants. 1,3 million sur une population d'un peu plus de 30 millions. Maintenant, ils sont 300 000. Ils sont 300 000. Voilà, en 15 ans, c'est du massacre total. Alors, ils ont été poussés à l'Afrique, ils ont été tués, ils ont été déportés, enfin, la catastrophe. Beaucoup sont partis. Donc on voit qu'il y a une fuite des chrétiens d'Orient parce que c'est totalement évident. Que sera donc le Moyen-Orient? Que sera le Moyen-Orient sans les chrétiens d'Orient? Puisque les chrétiens d'Orient, c'est les anciennes communautés. Ils sont là avant tout. Ils sont là avant l'islamisation, c'est leur pays, c'est leur terre. Ce sont aussi des Arabes, des chrétiens, qui sont d'origine arabe, bien sûr. Vous avez des Palestiniens qui sont chrétiens, vous avez des Syriens arabes qui sont chrétiens, des Maliens, pareil, bien sûr, qui sont, voilà. Et qui permettaient justement de faire le lien entre toutes les communautés, puisqu'ils avaient une ouverture spirituelle, religieuse, mais aussi culturelle et intellectuelle, qui mettait un peu d'huile dans les rouages de certaines dictatures. Voilà pour nos amis. Alors, maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va évoquer les principaux pays de la zone et ce qui se passe en ce moment. On va commencer par l'Égypte. Alors pourquoi je commence par l'Égypte? C'est parce que l'Égypte est pour moi le pays, c'est le pays clé, c'est un des pays clés du Proche-Orient. Tant que l'Égypte tient, on pourra s'en sortir. Je dis tant que l'Égypte tient politiquement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Bon, les Anglais avaient pris le contrôle de l'Égypte après les Turcs. Ils ont destitué, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont destitué le roi Farouk. Sachant aussi qu'à cette époque-là, et ça on ne le dit pas trop parce que c'est pas politiquement très correct, mais on sait aussi que pendant la Deuxième Guerre mondiale, nombre d'Arabes de la région ont pris fait et cause pour le nazisme. Vous le savez, ça. Le grand mufti de Jérusalem allait fréquemment voir Adolf Hitler. Il faut le dire aussi. C'est pas être méchant avec nos amis arabes que dire la chose. Okay, même Anwar el-Sadat l'avait reconnu qu'il avait eu des contacts avec les nazis. Bon, pourtant Anwar el-Sadat a signé des accords de paix, il en a payé de sa vie, a signé des accords de paix avec Israël, mais il a reconnu avoir eu des contacts avec les nazis. Bon, ça, vous avez aussi ce fameux mufti de Jérusalem, El-Seni, qui avait créé la division Anchar. La division Anchar, c'était une division de musulmans en Yougoslavie. Ça aussi, on ne sait pas trop. Une division de SS.